Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer deux points chauds du MMA en se basant sur des analyses assez récentes. Oui, D'abord, il y a cette énorme pression sur Tom Aspinall pour son combat contre Cyril Gane. On dit que c'est bien plus qu'un titre qui est en jeu là. hum, hum. Et puis ensuite, on regardera les nouvelles déclarations de Daniel Warren sur son ancien élève Benoît Saint-Denis. Ça continue de faire parler. Alors, c'est parti. Tout à fait. On a d'un côté une confrontation au sommet, vraiment, qui pourrait redéfinir un peu la perception de toute la catégorie poids lourd, C'est ça. et de l'autre, le regard, disons, extérieur d'un ancien coach qui pèse forcément sur la trajectoire d'un combattant comme BSD, qui est en pleine ascension. Donc, deux situations super intéressantes, ouais. Commençons donc par Aspinall contre Gane. C'est prévu pour le 25 octobre. Alors, Matt Brown, un vétéran qu'on connaît bien, il y va fort. Ah oui? Il affirme que si Gane gagne, la crédibilité des poids lourds, on en prend un sacré coup. Et même, il dit qu'une victoire difficile d'Aspinall, ce serait mauvais signe. C'est assez radical comme vision, non? C'est énorme comme pression mise sur un Spinal. Ce qui ressort vraiment des propos de Brown, c'est qu'Aspinall, en fait, il affronte pas seulement Gane, il affronte aussi l'ombre écrasante de John Jones et de sa performance contre Gane. Oui, c'est vrai. Faut se rappeler, Jones l'avait soumis en à peine plus de 2 minutes. C'était rapide. Très rapide. Et pour Brown, du coup, Aspinall doit prouver qu'il est la division, tu vois, que la catégorie n'est pas juste vide. C'est un combat pour sa légitimité, autant que pour la ceinture intérimaire, en fait. Et Brown y insiste là-dessus. Il dit que si un Aspinall ne domine pas aussi clairement que Jones l'a fait, il va se faire démolir médiatiquement. Exactement. Il imagine même Jones téléphone en main, Twitter ouvert, prêt à sauter sur la moindre occasion. Est-ce que cette pression liée à Jones, elle est vraiment juste pour Aspinall ou c'est une attente un peu démesurée créée par les commentateurs? Ben, juste ou pas juste, c'est un peu la réalité de la perception dans ce sport, quoi. Brown souligne que c'est pas juste gagner qui compte. Hmm. C'est la manière. C'est vraiment ça le point clé. Une victoire, même une victoire, mais poussive, ça pourrait casser l'élan d'Aspinall. Malgré ses succès récents contre des gars du top 5, hein. Oui, il a battu du beau monde. Exactement. Et surtout, ça rendrait un futur combat contre Jones, qui, lui, parle d'un retour en 2026 peut-être moins légitime, moins attractif. On a l'impression que tout le poids de la catégorie repose vraiment sur ses épaules pour ce combat-là. C'est fou. D'accord. Alors, changeons de sujet. Passons à la relation toujours très commentée entre Daniel Wahidrine et Benoît Saint-Denis. On sait qu'ils se sont séparés, les raisons divergent un peu. Oui, c'est ça. Wahidrine a récemment donné son avis et sans trop de détours sur le niveau actuel de BSD. Oui, c'était sur la chaîne YouTube Biomécanique. Il le situe, je cite, vraiment en dessous de légendes comme Anderson Silva ou Lyoto Machida. Bon, même s'il reconnaît sa popularité actuelle, hein. Mhm. Et concernant ses chances de titre à l'UFC, là, sa réponse, elle est très directe. Pas tout de suite. Pour lui, BSD doit d'abord réintégrer le top 15. C'est une évaluation assez froide, mais qui se veut pragmatique, je pense. Il a aussi pas mal critiqué le choix du dernier adversaire de BSD, un combattant classé 210e mondial, donc on est loin du top niveau. Oui, Il a parlé d'easy fight, easy money. C'est assez sévère, même si, il concède que c'était peut-être malin financièrement et stratégiquement, vu que l'adversaire était blessé et rappelé en urgence. exactement. Il y a cette critique du niveau, mais en même temps, il reconnaît un peu le jeu médiatique et financier derrière. Le message clé de Wiring, je crois, au-delà des petites piques, c'est la nécessité pour BSD d'affronter, je cite encore, un vrai top 15 Voilà. et de ne pas brûler les étapes. Donc, malgré leur historique un peu tendu, ils dessinent quand même une feuille de route assez claire. Exigeante, mais claire. Donc, le prochain combat sera décisif. Ah oui, le prochain combat, peut-être à Paris en septembre comme ça se murmure, ce sera vraiment un test crucial pour voir si Saint-Denis peut répondre à cette attente et remonter vers ce top 15. Donc, pour résumer, on a Aspinall qui est sous une pression monumentale. Il doit valider non seulement son statut, mais aussi l'image de toute sa division avec l'ombre de Jones qui plane. C'est ça. Et de l'autre côté, on a Saint-Denis qui doit remonter la pente vers le top 15. Tout ça sous l'œil critique, mais pas totalement fermé, de son ancien mentor. Deux parcours bien différents et semés d'embûches spécifiques. Ce qui est assez frappant, en fait, c'est de voir à quel point les récits extérieurs, tu vois les comparaisons, les attentes des fans, des médias, les relations passées, comment tout ça peut façonner la pression et la perception d'un athlète. Oui, c'est vrai. Presque autant, voire plus parfois, que l'adversaire direct dans la cage.
Et ça pose une question intéressante, je trouve. À quel point un combattant contrôle-t-il vraiment son propre héritage, son image, face à toutes ces forces externes? C'est une bonne question pour finir. Ouais, il y a de quoi méditer là-dessus.